Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est une émission qui aborde tous les sujets scientifiques, technologiques, informatiques. On touche à tout ici, tout ce qui concerne la science en général. Alors aujourd'hui, nous avons choisi une thématique assez particulière parce que on va dire que tout ce qu'on invente aujourd'hui est d'abord codé quelque part. Et si on parle de code, c'est qu'on parle de langage, de programmation. La thématique aujourd'hui, c'est langage et programmation. Pour pouvoir développer cette thématique-là, j'ai un invité de pointe. Comme vous savez ici, je n'ai pas d'invité de moindre, non. J'ai toujours des bombes, des personnes qui savent ce qu'ils disent. Et je suis très contente de recevoir monsieur Mohamed Gueye. Bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc, on va rentrer en plein dans le sujet et puis restez avec nous, c'est sur la télé-école. Alors, bonjour Monsieur Mohamed Gueye, je reprends encore. Bonjour. On va rentrer dans le vif. Aujourd'hui, on parle de langage de programmation. C'est un mot qui revient beaucoup lorsqu'on fait des cours d'informatique. Mais c'est quoi en réalité un langage de programmation? Bon, par abus de langage, souvent on dit que les langages de programmation, c'est juste une manière de dire à l'ordinateur de faire telle chose. D'accord. Mais c'est la forme basique. Donc, en langage de programmation, c'est comme toi et moi, c'est un ensemble de règles, de symboles, de textes qui permettent de faire transcrire ou faire comprendre à une machine une suite d'instructions. D'accord. Donc, si par exemple, toi et moi, on a besoin de parler, on a souvent nos propres langues maternelles, mais on utilise le français pour se comprendre. Oui. Donc, c'est la même chose avec une machine. D'accord. Donc, pour pouvoir exécuter des trucs sur une machine, on a besoin d'un langage particulier qu'elle comprend. Exactement. D'accord. Avant de continuer, je tiens à rappeler, je l'ai pas dit, que monsieur Mohamed Gueye est un développeur full stack. C'est ça. Donc, il faut déjà savoir que là, il sait ce qu'il dit. Et il nous donne des vraies informations. Je pense savoir. Donc, on est déjà certain que ce qu'il nous dira, c'est forcément ça. Et aussi, il est fondateur d'une entreprise qui s'appelle Futurize. Ok. Pendant l'émission, il nous dira un peu ce qu'il fait dans son entreprise en quelque sorte, mais on va continuer. Donc, langage de programmation, c'est le langage que la machine comprend. Donc, tous les codes, tout ce qu'on doit créer au travers d'une machine, on est obligé de les utiliser en quelque sorte. C'est ça. Donc, pour faire simple, c'est pour pouvoir faire exécuter une machine. Une machine, c'est une boîte noire, mais très bête. On pense que la machine, elle est très intelligente et tout ça, mais non, c'est les hommes derrière qui réussissent à faire transcrire des suites d'instructions très complexes en une suite compréhensible par la machine de manière très basique. D'accord. Donc, c'est juste ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Et comment c'est, parce qu'avant, si on remonte à 2010, ou bien les années 2000, je pense que les années où je suis née, on ne parlait pas de langage de programmation, ou bien c'était pas assez connu en Afrique. Quelle a été son évolution jusqu'à aujourd'hui? Donc, que ce soit en Afrique, même dans le monde en 2000, on était en plein boom de découvrir c'est quoi l'Internet, c'est quoi tout ça, les langages de programmation, le coding. Mais c'est une science qui date de très longtemps. Donc, on parle de 1880 ou plus. Donc, ça date de très longtemps. Et ça n'a pas commencé sous la forme qu'on le connaît. Ça a commencé sous une forme très basique avec des suites d'instructions binaires qu'on faisait exécuter aux machines à travers des cartes perforées. Et même anecdote, c'est les premières programmeuses, codeuses, bon, et je l'ai dit, c'est les femmes. Donc, ça a été inventé par une femme. On est au mois de mars. En quelque sorte théorisé par elle et appliqué. Et avant, il y avait ce qu'on appelle des programmeuses qui s'occupaient avec les premières machines, premières versions d'ordinateurs à faire le code ou à transcrire les instructions en langage compréhensible pour la machine. Wow.
Et donc, ça a évolué au fur, ça a commencé par ce qu'on appelle des langages de bas niveau. Et souvent, c'est paradoxal quand on parle de bas niveau, haut niveau, on pense que bas niveau, c'est plus simple et haut niveau, c'est plus compliqué, alors que c'est tout à fait l'inverse. Avant, on écrivait des langages tout à fait complexes, très proches de ce qu'on appelle du langage machine ou de l'assembleur. On a évolué au fil des années pour créer des langages qui permettent en quelque sorte de d'écrire du code un peu plus humain, mais aussi un peu plus poussé avec et ne pas s'occuper de tout ce qui est très basique et très linéaire. D'accord. C'est intéressant parce que aujourd'hui, quand on parle de programmation, les femmes ont tendance à se mettre à l'extérieur. Je pense qu'à un moment donné, elles se sont perdues. on a tendance à avoir un peu peur. Non, c'est fait pour les hommes. Non, c'est pas pour nous. Mais là, on vient d'avoir un scoop. Ça a commencé avec des femmes. Donc, les femmes, réveillons-nous. C'est un domaine qu'on peut reprendre. Parce qui vous appartient. Voilà, ça nous appartient. Voilà. Alors, quels sont les types de langages de programmation les plus utilisés? Alors, les types de langages les plus utilisés, désormais, bon, depuis plusieurs années maintenant, plusieurs dizaines d'années, je vais dire, on ne parle que de langages de haut niveau parce que c'est tout un enfer de gérer des langages de bas niveau. Et les types de langages les plus utilisés, c'est les langages les plus universels, ceux qui permettent d'avoir le plus de performance ou le plus d'universalité, si je peux dire. Bon, je sais pas si ce mot existe d'ailleurs. Mais c'est des langages comme Java, comme Python, comme C++, C#, qui permettent de créer des programmes de manière très simple ou de manière beaucoup plus aisée. D'accord. On entend beaucoup parler du langage, vous allez dire Python, qui est un animal. Le Python. Moi, je me suis toujours posé la question de pourquoi on l'a surnommé, pourquoi on lui a attribué ce nom-là de l'animal. Est-ce que vous avez la réponse par rapport à ça? Ça, j'ai pas réellement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Parce qu'il y a beaucoup surtout ma mère, elle m'a déjà posé ce genre de questions. Mais pourquoi on l'appelle Python? Parce qu'il est rapide. Bon, je pense que j'ai entendu parler que bon, au départ, c'était pas pour l'animal Python, mais que c'était, je sais pas, à cause pour autre chose. Mais je pense que, ouais, tout comme Anaconda etc. Donc, je pense que c'est tiré de l'animal ou que sûrement l'auteur a dû, ça, c'est une partie de l'histoire qui m'échappe. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, on y va à l'autre. Quels sont les avantages parce que, il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui. On est au Sénégal, j'en connais beaucoup de développeurs. Mais quels sont les avantages et les inconvénients dans l'utilisation lorsque tu es développeur? Alors, lorsqu'on est développeur, on peut être face à plusieurs avantages ou plusieurs problèmes je vais commencer par les inconvénients. Quand il s'agit des langages de programmation, il peut s'agir de la difficulté d'apprentissage, ce qu'on appelle en anglais learning curve. Et il peut s'agir aussi de la performance du langage, de l'adoption du langage, c'est-à-dire de combien de gens de la communauté qui est derrière ce langage, ce qui pourrait faciliter quand on a des erreurs de trouver de l'aide. Et aussi le marché de l'emploi par rapport à cette technologie. Parce qu'il y a des langages qu'on appelle technologiques qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. Et donc, ça, c'est les inconvénients. Les avantages, c'est que tu as pas mal de langages maintenant et actuellement, on parle de plus de 700 langages de programmation qui existent. Et donc, on les utilise pas tous. Mais il y a 700, c'est qu'il y a beaucoup qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est qu'il y en a énormément dont on parle pas. Et donc, il y en a pour tous les goûts et ou pour tous les problèmes. Parce que c'est juste un outil qui permet de transcrire le besoin qu'on a. Ok. Mais au niveau du Sénégal, comme tu viens de le dire, il y a 700 000. C'est plus de 700 langages de programmation. Pas qu'au Sénégal, donc. Mais au Sénégal, on utilise plus Java. Java, C#, PHP, Python, C++. À la limite. C++, JavaScript. Oui. Avant que... D'accord. Bon, déjà au niveau du Sénégal, je pense qu'il y en a beaucoup. On les utilise. En tant que développeur, toi, quels sont les défis auxquels tu es confronté chaque jour dans ton métier? Ah, c'est très compliqué. Donc, les défis sur lesquels, les défis que je confronte dans mon quotidien, la plupart, c'est par rapport pas au langage de programmation, mais par rapport à la compréhension d'un problème, à son découpage, à son analyse et à sa transcription ou à son implémentation
dans un algorithme pour la réalisation ou pour créer un programme que la machine peut résoudre ou pour automatiser une certaine tâche. Donc, c'est par rapport à ça, par rapport aussi parfois au choix. Donc, parfois, tu as un problème et actuellement, on est dans une ère où les langages sont de plus en plus performants et de plus en plus universels. Donc, il y a plus de ce langage, bon, où ça a tendance à disparaître, les langages où, au temps, tu avais un langage que tu utilisais forcément pour l'entreprise, un langage que tu utilisais forcément pour un use case bien donné. Maintenant, les langages sont devenus très performants et s'égalisent. Donc, tu as parfois un problème de choix en fonction de la technologie adéquate selon le problème. Ce qui demande parfois des benchmarks. Bon, il y a plein de termes anglais, mais juste des essais pour savoir quel est le langage qui permet de résoudre son problème. D'accord. Bon, c'est très vaste. C'est un domaine vraiment vaste où j'ai l'impression de me perdre. Non, pas du tout. J'ai l'impression de me perdre là-dedans. Parce que vraiment, le langage de programmation, comme je t'ai dit au début, c'est la base, en fait. On peut pas produire un projet informatique sans mettre du code dedans. Bon, il y a des trucs, j'ai entendu, du non-code. Non-code, yeah. Mais même derrière du non-code, il y a du code. C'est ça. Mais la personne qui fait, elle a l'impression qu'on a tout fait. Mais bon, aujourd'hui, on voit l'essor de l'IA qui rentre Aujourd'hui, tout est fait avec l'IA. Pas plus tard que hier, j'avais un débat avec un monsieur qui disait que il utilisait des IA d'image. Ça veut dire, il donnait de la description, on lui sortait tout ce qu'il voulait. Exact. Mais comment vous, les développeurs, vous arrivez à joindre IA et code? Est-ce que ce sont les IA qui vous produisent du code? Si vous avez plein de marchés, par exemple, qui arrivent? Bon, on n'en est pas encore là. Par exemple, l'IA est assez premier, même si l'IA est très développé actuellement, surtout en 2024, et que ça évolue en un clin d'œil. Mais tout ça, c'est juste les prémices de l'ère de l'IA. Donc, on est entré dans une nouvelle ère où il y a de l'IA, effectivement, mais on n'en est pas encore à là où l'IA, elle est consciente de forcément tous les problèmes qu'il y a lorsqu'il s'agit de développer une solution informatique et de proposer une solution optimale en prenant en compte les besoins humains, toutes les contraintes, en tout cas, humaines ou même techniques qui peuvent mais on s'y rapproche. Donc, actuellement, nous, dans notre quotidien, dans notre journée typique, il y a plein de choses que l'IA nous permet d'optimiser et plein de choses que moi, j'ai gagné sur plein de processus, 1 heure à 2 à 3 heures même. Sur des tâches que l'IA maintenant nous permet d'automatiser. Effectivement, c'est un constat que j'ai fait parce que moi-même j'ai déjà eu recours à ça. Que Dieu me pardonne. Il est arrivé pendant des devoirs, quand on nous donne par exemple des exercices en Java ou en Python, et qu'il y a la flemme qui te prend, et tu vas sur ChatGPT et tu lui transcris ton exercice et il te fournit du code. En tant que développeur, que veux-tu dire par rapport à cette situation? Est-ce que c'est pas maintenant de la flemme qui nous atteint un peu? Bon, c'est très philosophique, on va dire, comme sujet, parce que il y en a beaucoup qui ramènent l'allégorie de la calculatrice, c'est-à-dire à l'ère où on avait les premières calculatrices portables, comment les profs étaient en train de manifester un peu partout dans le monde. À dire que ça favorise un peu l'inactivité intellectuelle ou ça favorise la paresse intellectuelle. Mais non, l'IA par contre a cette capacité à rendre intelligents ceux qui sont intelligents et à rendre bêtes ceux qui veulent l'être. Ok, c'est déjà clair. Ça c'est très clair. Bon, c'est très cru, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que là où toi tu l'utilises à bon escient, à savoir à quoi ça sert d'aller réécrire tout un texte ou faire certaines choses que tu sais que tu peux gagner du temps à faire quelque chose de beaucoup plus productif ou à être beaucoup plus productif. Pourquoi ne pas utiliser l'IA? C'est comme la calculatrice. Pourquoi un peu se fatiguer à faire des calculs mentaux là où tu peux gagner du temps avec la calculatrice. C'est vrai que quand tu formules cette chose de cette manière-là, j'ai l'impression de voir plus clair parce que j'ai un ami qui est fanatique de codage. Et quand on a commencé, moi je le voyais utiliser ChatGPT, moi je me dis mais pourquoi toi comment on les appelle, des cracks? T'es un crack, mais pourquoi tu utilises
ChatGPT, il m'a dit, ben, pour gagner du temps, en fait. Exact. Parce que si je dois faire plusieurs codes en même temps, je connais Mhm. ce que ChatGPT sortira. Mhm. Il me permet de corriger des fautes et tout ça. Donc, si toi, tu veux être flemmard et utiliser ça pour moi, je sais pourquoi j'utilise ça. Mhm. Et j'ai vu que, ah, ok, on utilise la même chose, mais pas pour le même but. C'est ça. Et là où c'est dangereux, ça peut être dangereux, c'est quand on ne maîtrise pas derrière ce que ça fait ou quand on n'est pas assez conscient ou assez attentif sur le résultat de l'IA. Parce que, comme je le dis, on est aux premières ères de l'IA et que actuellement, elle n'est pas assez mûre et que il arrive qu'il sorte énormément de choses complètement fausses. Mais de telle sorte que tu as du mal à déceler le vrai du faux. Ok, je Donc, vois. Malin, hein? il faut être très attentif à ce que sort l'IA C'est vrai. et voilà, savoir avoir un esprit critique et mettre un peu d'humanisme dans ça. D'accord. Mm. Soyons prudents dans ce qu'on demande à ChatGPT. C'est pas toujours vrai. Mm. Après l'expérience, Pas du c'est tout, toujours pas du vrai. tout. Ok. Il y a un fait qui revient beaucoup. Mhm. Les gens n'aiment pas les langages de programmation. C'est quelque chose de réel. Je parle pour les jeunes comme moi. Mhm. Lorsqu'on nous parle d'algorithmes, Mhm. de Java, de Python, Mhm. sur une classe de 100 élèves, je vous assure qu'il y a au moins 95 Mhm. qui vont dormir et il y a 5 qui seront très vifs et qui voudront comprendre. C'est dû à quoi ce phénomène de la flemmardise au niveau des langages de programmation? Alors, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Tout est dû au système éducatif. Ah. C'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre l'informatique comme on l'apprend, comme on apprend l'école, comme on apprend toutes les autres disciplines, alors que c'est très différent. C'est comme vouloir faire de la médecine tout en restant 100% théorique. Ça va être un peu compliqué. Ou faire de la mécanique sans pour autant toucher à de l'électromécanisme ou à des pièces physiques, à des outils. Tout est question de pédagogie. Donc, on s'y prend mal souvent à vouloir, par exemple, dans une classe où souvent tu as 10 élèves qui sont réellement passionnés ou qui ont eu la chance de commencer très tôt l'informatique et d'apprendre tout seul. Tu as aussi 50 qui ne savent pas réellement pourquoi ils sont là et à qui il faut avoir une certaine approche pour pour utiliser beaucoup d'analogies avec la vie réelle, et leur montrer la représentation de ce qu'ils font dans le monde réel et avoir une pédagogie qui leur permet d'accrocher. Et quand ils accrochent, ils vont savoir que ce n'est pas l'informatique, c'est pas une question de mathématiques ou une question de science ou une question de tu es bon ou pas. C'est une question de logique. Et je pense que de la logique, on en a tous. Normalement, hein. Normalement. Mais c'est vrai que ce que tu signales est assez vrai parce qu'à l'école, souvent, moi, j'avais l'impression d'être bête. Sérieusement, si je ne m'en sortais pas sur d'autres matières, j'avais l'impression que lorsque le prof d'algorithme me parlait, j'étais complètement hors de là. Je ne comprenais absolument rien. Et le danger, c'est de penser que c'est pas fait pour toi. C'est ça le danger parce que tu ne mets plus vraiment du tien, tu laisses complètement tomber la chose. Alors que si on aurait utilisé une autre méthode, peut-être que tu aurais mieux compris. Ouais. Bah, c'est vraiment dommage et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer leur manière d'enseigner. Je l'espère aussi. Pour motiver d'autres personnes. On essaie de tout faire pour créer des communautés, pour créer des contenus, pour embarquer les gens et leur faire comprendre que l'informatique, c'est pas aussi diable que ça paraît. Oui. Certes, ça demande autant d'implication, d'investigation, mais c'est un escalier sans fond où plus tu descends, plus tu apprends et plus tu pars en profondeur. Donc, tu te limites à ce que tu apprends. Là, je suis perdu. Mais voilà, tu as compris. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais je peux pas imaginer à quel point je prends plaisir à discuter avec toi parce que quand je reçois des jeunes comme moi qui sont passionnés d'informatique, de technologie, ça me fait tellement du bien. Et j'ai de l'espoir pour demain. Oui. C'est incroyable parce que les gens ne vont pas me comprendre, mais j'ai vraiment de l'espoir. Je me dis, bon, ok, si moi je ne peux pas, je sais qu'il y a quelqu'un à côté qui fera telle chose. Et c'est tellement bien. Au début, on parlait de futurize. Je ne suis pas très bonne en anglais, mais je pense que j'ai bien. Ouais, là, je pense qu'il faut bien qu'on te prenne pour égérie, par exemple. Futurize. Alors, d'où est venue l'idée de cette entreprise en quelque sorte? Alors, Futurize, ça a commencé il y a longtemps, pas sous le nom de Futurize, mais Futurize, c'était un projet personnel. D'accord. Donc, j'ai commencé cette entreprise seul, où c'était pas une entreprise au départ, c'était juste une vision.
D'accord. la vision de démocratiser l'informatique ici au Sénégal et la vision de vouloir avoir un impact typiquement sénégalais ou africain dans le monde. De créer des produits et de faire savoir aux gens que c'est possible, on a la capacité et les compétences. Et donc, c'est pour ça que, au fur et à mesure, ça a commencé en 2016, j'avais 17 ans. Ah ouais. Et, Il est très jeune, hein? et même avant ça, j'avais commencé à faire des services, à faire de l'auto-apprentissage. D'accord. Et en évoluant, je me suis rapproché de certaines personnes. Je suis parti acquérir certaines compétences qui ont permis aujourd'hui de construire ou de matérialiser l'idée que j'ai. Donc, Futurize, c'est en quelque sorte une entreprise scindée en deux entités. D'accord. Une entité start-up qui crée des produits et essaye de les vendre ou lève des fonds pour financer ces produits. Et une partie entreprise ESN, entreprise à service numérique, qui propose tout ce qui est des services de transformation digitale, d'innovation numérique, technologique, de cloud, de développement, d'applications, etc. Donc, on a commencé, j'étais seul. Après, j'ai été rejoint par mon cofondateur Ousmane Balo. Et au final, actuellement, on est 14. On est dispersés un peu partout. On est 2 en France, un aux États-Unis, un au Canada. Chapeau. Et le reste de l'équipe sont ici. Donc, on essaie de faire grandir et de créer des solutions. Mais c'est pas du tout facile. Venons à la facilité de la chose. Parce que créer une entreprise, surtout qui fait dans la technologie et tout ça, c'est pas évident. On est au Sénégal. Mais quels ont été les défis, genre, comment ça s'est passé pour créer? Le premier défi, ça a été la confiance des gens, des clients, et ensuite les fonds. On n'en parle pas souvent, et quand tu parles des fonds, on pense que c'est parce que tu adores ou tu aimes l'argent, mais c'est pas le cas. C'est que l'informatique, ça se fait pas sur un bout de papier. Donc tu as besoin en ce qui me concerne, de serveurs, de machines, du nécessaire, et le strict nécessaire parfois peut être facilement acquérable, mais peut coûter aussi extrêmement cher. Et donc ça a été le plus gros défi d'avoir les fonds. Et donc j'ai été obligé, même si je voulais pas être salarié, d'être salarié pour pouvoir financer ma propre entreprise. Et donc après, finalement, je suis tombé dans le piège du salariat. Je suis toujours salarié, mais en même temps, ça me permet aussi au cas où j'ai pas de pression d'investisseur ou quoi que ce soit, qui me permettent de tout faire sur nos produits en autofinancement. Donc ça a été un gros défi d'acquérir des clients dans le cas où tu es face à des gens qui ne comprennent pas c'est quoi réellement un smartphone. Donc leur faire abandonner le cahier ou les systèmes antiques qu'ils ont au bénéfice d'un système numérique ou digital, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, on a essayé, démarché, et tu fais beaucoup plus de pédagogie, si je peux dire, ou d'évangélisme que tu ne fais d'acquisition client. C'est-à-dire que tu viens voir un client, tu le formes beaucoup plus à utiliser à comprendre c'est quoi la technologie, que tu ne mets de temps à lui vendre un produit. Je vois. Donc ça veut dire qu'il y a réellement un gros problème de digitalisation ici, c'est ça. Le terme, on ne parle même pas d'abord du concept, mais d'abord, on ne parle pas de l'outil même, mais d'abord la conceptualisation du terme dans la tête des gens, c'est pas encore ça. C'est ça. Ou on s'y prend mal. Ils prennent la digitalisation pour ce que sont les réseaux sociaux, par exemple. Ils pensent que la digitalisation, c'est juste avoir un smartphone et avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Alors que c'est très éloigné de ce qu'est réellement la digitalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les grands Africains, quand je parle de grands, c'est nos mères, nos pères, les personnes un peu plus âgées. Lorsqu'on aborde la question de la technologie et du numérique, automatiquement, ils nous ramènent aux réseaux sociaux. Je pense que c'est peut-être l'exemple qu'ils ont au plus proche d'eux, mais éduquer encore nos parents qui nous regardent, que les réseaux, il n'y a pas que ça comme technologie. Exactement. Ouais, ok. Revenons à ton parcours, parce que on parle de programmation aujourd'hui, de langage de programmation. Et je suis sûre qu'il y a des enfants, peut-être de 5 ans, qui nous regardent. J'espère. Qui veulent se lancer. Il y a beaucoup qui sont passionnés par ça, qui aiment regarder des documentaires qui parlent de programmation et qui se demandent peut-être quel est le parcours.
Si je suis au Sénégal, par exemple, on va se référer à ton parcours. Quel est le parcours scolaire qu'on doit avoir pour être dans le bain de la programmation au final? Alors, moi, j'ai eu un parcours de passionné dans le sens où j'ai toujours aimé l'informatique. Donc, ça a toujours été comme tu as une passion pour le football ou pour l'automobile. Et d'ailleurs, j'ai deux passions, c'est l'informatique et l'automobile. Mais l'informatique, ça a toujours été une partie de toute mon enfance. Donc, j'ai eu la chance peut-être d'avoir un père qui s'est un peu intéressé un peu tôt par rapport à ici, vers l'an 2000, etc., aux ordinateurs. Donc, je suis né en voyant un peu partout lui qui essayait de comprendre ce que c'est comme outil. Et donc, j'ai touché mes premières machines et mes premières expériences avec ces ordinateurs, le Pentium 1, etc. Donc, j'ai appris avec ça. Et donc, en grandissant, j'ai pas délaissé cette passion. Je l'ai toujours gardée et je suis quelqu'un de nature très curieuse. Et vu que j'avais sur Internet, autant avec la DSL, énormément de connaissances et c'était un monde dans lequel où j'ai vécu très tôt la virtualisation de passer H24 dans une vie complètement à côté. Donc c'était formidable, j'ai appris plein de choses, il n'y avait pas de limite à la connaissance, il n'y avait pas de laisse tes leçons, va apprendre, non, tu veux apprendre quelque chose, tu l'apprends. Et donc en parallèle, il y a les parents qui te disent il faut faire l'école. Donc j'ai fait le parcours normal comme tout le monde. Mais il n'y a pas de parcours typique scolaire pour être bon développeur ou bon en informatique, bon, si je peux dire. En tout cas, pour certains domaines. Après, tout s'apprend en informatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu veux faire de l'IA, tu vas réapprendre les maths, mais tu vas les apprendre de manière tout à fait pratique, de manière tout à fait contemplative, pas de manière abstraite, comme tu faisais en classe, on te dit ln de x, où est le X? Oui. Voilà. Donc là, tu vas savoir pourquoi tu utilises telle formule, c'est pour arriver à quel but ou à quelle fin. Et ça, c'est quelque chose qui peut même s'apprendre après le bac. Et j'ai beaucoup de connaissances qui n'ont pas eu leur bac ou qui ont eu un bac L et qui sont devenus des experts ou qui sont devenus extrêmement compétents en informatique. Moi qui parle, j'ai fait la série G. J'ai eu un bac G de gestion STEG, juste parce que je voulais m'intéresser un peu plus à la comptabilité pour savoir comment ça fonctionne dans le milieu bancaire, entrepreneurial et tout ça. Mais j'ai suivi l'informatique et j'ai continué bon, après j'ai drop l'université, j'ai arrêté l'université à la 3e année pour apprendre de moi-même parce que c'était ce qui marchait. Tu es assez autodidacte, je ouais, vois. c'est ça, c'est ça. J'aime bien. Une fois qu'on y a goûté, c'est très difficile de rentrer en classe. C'est vrai qu'il y a beaucoup il y a un de mes potes qui sèche beaucoup de cours pour coder chez lui. Il a l'impression que l'école, je ne dis pas aux élèves de ne pas aller à l'école. C'est ça. Mais ils ont l'impression, des personnes comme Monsieur Mohamed ont l'impression que l'école les freine à apprendre. Voilà, ça peut être très lent et ils veulent aller plus vite. Et du coup, aujourd'hui, il y a tout pour apprendre. C'est ça. Et il y a des parcours alternatifs. Et ça, je les encourage. Il y a des écoles alternatives comme Simplon, comme MyCode, comme d'autres écoles qui permettent d'apprendre sans pour autant passer par l'académie normale ou d'apprendre avec une nouvelle approche par compétence. Ce qui permet de faire du learning by doing, du learning by sharing, du learning by teaching. Beaucoup d'anglais. Beaucoup d'anglais. Mais c'est de l'anglais basique. Donc, voilà. On apprend beaucoup en partageant avec l'informatique et on apprend beaucoup en donnant des cours. Parfois, on n'a pas besoin d'être prof ou d'être expert pour commencer à partager la connaissance qu'on a. Et donc, ça nous permet de douter de certaines choses qu'on a, comme là, je doute de tout ce que j'ai dit durant l'émission et d'aller apprendre encore. On a confiance en lui. Revenons sur un fait qui est assez actuel. On va à la fin, ne vous inquiétez pas. Revenons sur un fait qui est assez actuel. Le fait qu'on a l'impression, on a cette caricature-là des développeurs qui sont assez figés sur leur PC. Ils s'intéressent pas à la mode, ils s'intéressent pas à l'actualité, ils s'intéressent pas à tout ce que les jeunes voilà, vivent aujourd'hui. Ils sont que focalisés. Peut-être c'est peut-être l'attitude-là qui fait peur à beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils veulent bien, mais à voir comment ils sont, ils se disent non, est-ce que je vais rentrer là-dedans?
C'est dû à quoi cette caricature? Parce qu'en réalité, c'est une caricature. Oui, c'est ça. C'est une image qu'on nous colle. Donc, ça a un peu été développé un peu plus par l'univers Hollywood. Donc, les films et de hackers où tu as des écrans partout, où c'est vert, où tu vois le gars qui est sous capuche, qui mange mal, qui mange gras, qui a un gros ventre, voilà, et que personne ne comprend, mais qui a toujours 2000 de QI. Ça se passe pas comme ça. Donc, et même le développement, c'est 90% où tu es là, face à ta machine, t'écris pas. Donc, tu es figé et tu penses. Donc, c'est juste une caricature qu'on nous met, mais l'informatique, il y a pas de profil typique d'un développeur ou d'un informaticien. Et d'ailleurs, ça commence à vraiment beaucoup se démocratiser. Tu vois des gens que tu vas croiser, tu vas jamais croire que c'est des informaticiens. Moi, je suis contre ça, contre ce stigmatisme-là de dire qu'un développeur doit être comme ça pour être bon ou pas. Moi, je croque la vie, je m'habille comme je veux, quand je veux, et voilà, j'essaye d'entretenir mon apparence parce que ça me plaît de le faire. Et oui, mais il y a des moments où on n'a pas le temps de vraiment s'occuper de ça. Et il y a des choses aussi qui sont vraies. C'est vrai que ça prend énormément de temps. C'est vrai que ça demande une certaine personnalité, malgré le fait de montrer qu'on est extraverti, mais que à l'intérieur, ça demande de sacrifier plein de soirées, de sacrifier plein de temps et de les consacrer à l'apprentissage ou au développement. D'accord. Wow. C'était vraiment intéressant de discuter avec vous. Tout le plaisir. Par rapport à cette thématique-là. On va vers la fin et je suis sûre que vous avez un conseil à donner forcément à toutes ces personnes qui s'intéressent au langage de programmation. Quel est le conseil que vous donneriez comme ça, aussi simplement? Bon, d'abord de pas se perdre, d'abord beaucoup apprendre les bases et parce que actuellement ce qui se fait c'est qu'avec l'ère de l'IA, avec tous ces cours fast track en quelque sorte de Udemy, qui te permettent d'apprendre rapidement. C'est bien, mais il y a tellement de connaissances que il y a des briques de connaissances. Et tu vois des gens qui, malheureusement, apprennent certaines briques de connaissances et suivent la panoplie de langages de programmation pour dire, je sais coder en ceci, je sais coder en cela. Et le codeur en tant que tel, juste apprendre des langages de programmation ne sert à rien. Strictement à rien. C'est comme apprendre l'anglais, le français et tout ça pour juste le parler. Ça sert à rien si tu sais pas dire des choses qui savent impacter ou qui savent qui vont avoir de l'impact ou qui vont exactement de l'influence sur les autres. Donc il faut beaucoup apprendre les bases, comprendre aussi l'univers de l'informatique. Je dis pas tout apprendre, mais comprendre comment tout cet ensemble fonctionne pour pouvoir aujourd'hui être programmeur, ça va être remplacé. C'est-à-dire juste écrire du code. Ça, l'IA sait faire et le fait très bien. C'est vrai. Donc, ce qu'il faut voir, c'est comment être développeur. Et pour être développeur, il faut apprendre les bases, ensuite apprendre ce qu'il faut apprendre dans les paradigmes de programmation, dans la compréhension algorithmique et tout ça, et ensuite se spécialiser. Donc, choisir une branche parce qu'il y a énormément de débouchés et de branches et de possibilités dans l'informatique. Donc, il faut se spécialiser dans quelque chose de bien défini et voilà, rester sur cette voie-là. Alors les amis, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Ça me fait mal de vous laisser, mais il faut bien une fin à toute chose. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parlait de langage et programmation. Et j'ai reçu ici Monsieur Mohamed Gueye, appelé communément Orbit Turner. Alors, il est développeur et fondateur de l'entreprise Futurize. C'était un plaisir en tout cas de vous avoir aujourd'hui. Merci, un plaisir partagé. Alors, les amis, on se sépare. Je vous dis à une prochaine émission avec un nouvel invité. Une autre thématique, restez avec nous sur la télé-école, la chaîne 100% éducative, canal 225 sur le bouquet Canal+. Au revoir.